Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme qui a consacré sa vie à l'un des problèmes fondamentaux des gens qui ont choisi de vivre en France. Nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Martial Makanamo. Il va se présenter lui-même, mais je voudrais déjà signaler qu'aujourd'hui, je présente seul cette émission parce que mon complice de tous les jours, Adil Ondolé, est empêché. Et j'espère que cette absence ne vous fera pas trop de mal. Bonjour maître. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, décliner un peu votre identité? Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Alors, je suis Maître Makanamo Brice Martial. Je suis consultant juridique à Paris et politologue, spécialiste de l'équité des relations Nord-Sud. Spécialiste de l'équité des droits fondamentaux Nord-Sud, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, qu'est-ce que c'est que les droits fondamentaux? Les droits fondamentaux, c'est les principes et les valeurs des droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? C'est les droits attribués au sujet de droit que l'homme est dans la société. D'accord. Mais vous avez dit aussi que vous aviez fondé au fait un collectif international des droits des immigrés. Quel est l'objet de ce collectif? Alors, le collectif du droit des immigrés résidant en France est de militer à ce que les résidents étrangers en France puissent faire valoir leurs droits de manière juridique pour que puisse émerger ce qu'on leur toujours a caché, ce qu'ils ignorent. Parce que si on se bat seul, on ne peut pas tout savoir. Il faut se mettre en collectif et en association, comme c'est le cas de l'Association des droits de l'homme, qui est reconnue sur le plan international dans le monde. Alors, pourquoi cette préoccupation, maître? Pourquoi cette préoccupation? C'est d'abord un vécu. Cette préoccupation est un vécu. Moi-même étant sujet de droit, étranger résident en France, a voulu faire le regroupement familial afin de rapprocher les miens au plus près de moi, parce que je travaille et vis en France. Je me suis heurté à ce système juridique et judiciaire et je me suis dit tout simplement que tu as une connaissance, tu dois le mettre au service des tiens, parce que si tu as une connaissance et que tu ne rends pas service à tes semblables, ça veut dire que tu ne détiens pas de connaissances. C'est dans cette optique qu'est m'est venue l'idée de créer le cabinet et par la suite créer l'association afin de donner de mon temps libre aussi aux autres qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'honoraires. Parce que quand on est dans une société, une structure, on est obligé de payer des frais. Et quand on paye des frais, on ne peut pas dire aux justiciables, bon, je vous fais ça gratuitement. Même en association, les membres de l'association ou les sympathisants de l'association sont obligés d'adhérer d'abord afin que l'on puisse les défendre. Oui, parce que vous êtes vous-même immigré, si Voilà. vous permettez le terme, et que vous vivez en France depuis un certain temps. Tout à fait. Le problème des immigrés vous préoccupe au plus haut point. Alors concrètement, de quoi s'occupe votre cabinet? Mon cabinet s'occupe spécialement du droit des étrangers. Le droit des étrangers est une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Donc c'est une procédure où la possibilité est laissée aux justiciables de se faire représenter elles-mêmes ou de donner mandat à un parent jusqu'à la 4e degré inclus à les assister ou les représenter devant le tribunal. D'accord. Aujourd'hui, maître, nous vous recevons parce que vous avez commis un livre qui s'appelle Droits des étrangers ou l'ostracisme social. Ce livre-là, pourquoi ce titre, maître? Pourquoi ce titre? Le titre est parlant. Le titre qui comprend le français comprend le sens du mot qui veut dire ostracisme. Est-ce que cela est un droit ou une exclusion du droit? Parce que si vous voyez bien, j'ai mis sur la couverture du livre un titre de ce jour dans lequel j'ai mis en nom, à la place du nom, infradroit. Que cela veut dire infradroit? Un petit droit. Est-ce que le droit des étrangers jouit de la plénitude du droit ou c'est un petit droit? D'où l'idée du titre ostracisme social. Alors ce livre s'adresse prioritairement à quel type de personnes?
Quel lecteur? Principalement aux étrangers résidant en France. Parce que le droit des étrangers en France n'est pas aussi identique au droit des étrangers résidant en Belgique, en Espagne, en Italie. Même si nous sommes dans une espace commune, il y a des similitudes, mais il y a une personnalité parce que le droit est fait selon les mœurs et les coutumes de chaque pays. D'accord. Alors, allons-y étape par étape pour essayer de faire comprendre les choses à ceux qui vont nous suivre. Qui appelle-t-on étranger en France? Parce qu'il y a confusion entre certains termes, immigrés, réfugiés, résidents et tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer clairement pour que nous puissions comprendre avant de rentrer dans le fond du sujet? Qui est étranger en France? Ouais. Étranger dans un pays est celui qui n'a pas la nationalité du pays. Étranger est celui qui détient une autorisation pour séjourner sur le territoire de l'autre. Quand on parle de l'étranger, on désigne bien ceux qui n'ont pas la nationalité française en France. Alors, dans la tête de beaucoup de gens et par rapport à la production massive de certains bouquins, notamment qui font le buzz aujourd'hui, les gens se disent on est immigré, même si on a la nationalité française, on reste toujours immigré. Cela est-il vrai? Alors, ils restent immigrés, pourquoi? Parce que c'est un format prédéfini. Ils sont restés immigrés. Je donnerai un exemple simple. Je vais donner 3 noms. Alors, Manuel Valls est d'origine espagnole. Est-ce qu'on le considère toujours comme un immigré en France? Parce qu'il a été naturalisé à l'âge de 16 ans. Jean-François Copé est d'origine roumaine. Il est né à Paris. Je le cite dans mon livre. Est-ce qu'on le considère toujours comme un étranger parce qu'il a la nationalité française, mais il est d'origine étrangère? Je ne pense pas. Combandelis est d'origine grecque, né à Paris. Est-ce qu'il est toujours considéré comme un étranger ou un immigré? Je ne pense pas. Mais quand Ramayad a été nommé secrétaire d'État aux droits de l'homme, on lui a fait comprendre qu'elle est d'origine sénégalaise. Parce qu'elle a été naturalisée avant 21 ans. Voilà la stigmatisation et un format prédéfini en fonction de la couleur de peau qu'on peut distinguer, mais on ne distingue pas les immigrés d'origine italienne, espagnole, polonaise qui ont immigré en France. La France est un pays d'immigration depuis la nuit des temps. Tout simplement parce que la France a déporté ses frontières au-delà de la France. Souvenez-vous, monsieur Kompampi, l'Empire français a été jusqu'au Pondichéry. L'AEF, en Afrique francophone, l'Afrique équatoriale française. Donc, la France a été dans un empire où il y avait plusieurs personnes qui ont gardé le droit à la nationalité française, s'ils le demandent. C'est un fait reconnu de manière constitutionnelle et légiféré. Il y a des textes de loi. Si on parle de la naturalisation, on parle bien également de la réintégration. Quand on parle de la réintégration, c'est-à-dire que les personnes n'ont jamais été désintégrées complètement. Ils gardent des attaches. Si nous parlons français aujourd'hui, la langue française n'est pas une propriété de la France. La langue française est cultivée et nourrie par tout ce peuple de la francophonie. Tout ce peuple qui ont vécu dans l'Empire français, le Vanuatu, le Vietnam, Laos, l'Indochine, avant 1954, qui a mis fin à la colonisation, suivi de la décolonisation de l'AEF et de l'AEF, qui ont donné l'indépendance en 1962 avec les accords d'Évian en Algérie. Donc, c'est à partir de ce concept qu'on peut trouver des mots vietnamiens dans la langue française. On trouve le nom d'Ernest Ndalagraï dans la langue française, qui est une personne d'origine congolaise. On trouve un mot arabe qui dit « Kador » dans la langue française. On trouve des mots italiens, des douches. On trouve des mots anglais dans la langue française. C'est ça qui fait la culture
l'enrichissement culturel et culturel de la France. Mais si je vous comprends bien, Maître Makanamou, ça veut dire que tout cela, le fait que les immigrés d'origine africaine, pour être beaucoup plus direct, gardent toujours l'appellation d'immigrés malgré qu'ils soient nationalisés ou qu'ils aient acquis la nationalité française, simplement parce que cela tient à des relents racistes. Alors, je vais vous l'expliquer d'une autre manière, pour ne pas être taxé de communautarisme, parce que cela m'a été reproché devant l'université de Basse-Normandie à Caen, au moment de ma soutenance de mon mémoire en master, sujet dans lequel j'ai proposé aujourd'hui un livre, pour que l'opinion puisse découvrir, et je prends par là l'opinion à témoin, parce que si on fait quelque chose et que, peu importe ce que nous sommes, la seule chose qui peut juger l'homme, c'est l'histoire. L'histoire ne trahit pas. On ne peut pas falsifier l'histoire. C'est la facilité littéraire et la facilité idéologique. C'est de la condescendance. Si on ne peut pas distinguer un immigré polonais, italien, espagnol, tout simplement parce que ils ont la peau blanche. Mais c'est facile de distinguer un basanais, de distinguer un marron. Voilà pourquoi ceux-là, même de nationalité française, restent étrangers, immigrés en France. Sachant que les dom-toms sont françaises depuis le XVIIIe siècle, avant l'Alsace, le Rhône, Nîmes et autres. Nice et autres, qui étaient rattachés en Italie. Est-ce pour cela qu'à la page 7 de votre livre, Maître Makanamou, vous relevez le problème de l'équité des chances, l'égalité des chances, et vous dites que cela pose problème. Est-ce que vous nous expliquez comment l'équité des chances pose problème en France? Alors, pour comprendre le problème de l'équité, il faut comprendre une chose. Quand Monsieur le Premier ministre Valls dit que nous sommes en apartheid en France, cela ne vous fait pas tilt? De quel apartheid parle-t-il? Il suffit de regarder dans quel contexte on place des zones prioritaires en Île-de-France ou dans les arrière-villes de France. Il faut qu'il y ait au maximum des enfants d'étrangers. Pour quelles raisons doivent mettre des enfants d'étrangers en zone franche, si cela n'est pas une stigmatisation, si cela n'est pas une inéquité? Et pour bien boucler le tout, on leur fait une carte scolaire. Donc on les met tous dans un bloc de périmètre où ils vont dans le même type d'école. Ils n'ont pas le droit de se mélanger aux uns aux autres. À propos, on a quand même déclassé cette histoire-là de carte scolaire parce que maintenant, on a décloisonné. Les enfants peuvent aller où oui, ils mais veulent. Comment voulez-vous qu'un enfant de 8 ans parcourt au moins 15 km pour aller à l'école dans une autre ville? Ou 8 km? Ne serait-ce que même 4. C'est beaucoup plus dangereux pour un enfant de 4 à 8 ans. Si c'est la liberté de ses parents, s'ils estiment que dans la zone scolaire à laquelle l'enfant appartient, ce n'est pas la bonne zone, ils ont la liberté. Là, quand même, on revient dans la liberté. Je partagerai votre avis si cela était possible de manière, dans la faisabilité. Mais cela est difficile à faire parce que les parents vont à l'école. Nous manquons même d'infrastructures de garde d'enfants après l'école. Les parents ont une casse-tête pour garder les enfants après 16 heures, 16h30. La plupart des parents finissent le travail vers 18-19 heures. D'où l'idée de se sacrifier et d'une compensation des membres de famille qui ne travaillent pas beaucoup pour pouvoir garder leurs enfants. Si l'État reconnaît et compense une partie de la retraite dans ces conditions, il faut comprendre qu'un père ou une mère ne peut pas laisser son enfant aller à l'école à plus de 4 km. Un enfant de 6 à 8 ans, 10 ans.
Mais je sens que vous êtes tellement concentré sur ce problème d'équité et de chance que vous reliez à cela aussi le problème du regroupement familial, de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Mais tout cela, comment ça se passe réellement sur le terrain et comment ça devrait se passer? Parce que ça devient confus pour les gens qui viennent ou qui ont choisi de vivre en France. Monsieur Kompapi, avant de faire les études journalistiques, je pense qu'il y a une partie de droit qui existe dans votre discipline. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit au regroupement familial? Le droit au regroupement familial est un droit constitutionnel. Le droit au regroupement familial est un droit reconnu sur le plan international. C'est-à-dire que le droit au regroupement familial est un droit supranational qui a la primauté sur le droit interne. Alors, quand un citoyen d'origine étrangère résidant en France obtient un avis favorable au regroupement familial, préalablement, les démarches ont été faites auprès de la préfecture. Il y a un commandant de la gendarmerie, un commandant de la police, un représentant de la préfecture, un représentant de la commune, un représentant de l'État, de l'OMI, qui siège, qui vérifie la véracité des documents, donc des pièces d'état civil, des membres de la famille, de la personne qui a demandé au regroupement familial, et qui envoie ces documents dans une valise diplomatique auprès de représentants de la France, donc les ambassades et les consulats de France à l'étranger, qui se rendent dans des lieux de naissance, c'est-à-dire les communes et les mairies, des enfants qui devraient rejoindre leur père ou leur mère, qui fait une demande de regroupement familial. Et comme par magie, le consul détient ce qu'on appelle un droit de regard, alors que le consul a fait un rapport et a envoyé à la préfecture pour que la préfecture puisse prendre sa décision sur la base du rapport que lui a envoyé le consulat. Donc, la base d'authentification des actes de naissance. C'est juste les pièces clés. Et encore, on refuse aux Africains de faire les jugements supplétifs d'actes de naissance. Est-ce que faire un jugement supplétif d'acte de naissance est un document illégal ou illicite? Je ne pense pas. Il y a le guide des actes d'état civil. Il y a des rapports d'état civil que j'ai décrits dans le livre. Tous ces documents regroupés, donnés, on donne un avis favorable parce que le consul détient le pouvoir discrétionnaire d'octroi du visa. Il peut donner le visa à qui il veut. Il peut sortir dans la rue devant son ambassade. Il voit un monsieur qui passe, qui lui plaît. Il dit, monsieur, venez, je vais vous donner le visa. Il peut donner le visa à qui il veut et il peut refuser le visa à qui il veut. Est-ce que cela est un droit? Non, cela n'est pas un droit. Parce que le monsieur qui a reçu l'avis favorable au regroupement familial a rempli les devoirs, les conditions pour obtenir l'avis favorable. Et à la fin, le consulat lui dit non, monsieur, il vous manque un document, il vous manque ceci, il vous manque cela. Et on lui refuse le visa. Et quand il va devant la Cour européenne dit tout simplement que non, la France n'a pas violé ses droits. Sachant qu'en amont, monsieur a eu un droit, l'avis favorable au regroupement familial. Est-ce que nous sommes dans l'équité? Je ne pense pas. Nous sommes dans une inéquité totale. Mais c'est hallucinant, maître, à vous entendre parler, mais c'est sidérant. Cela, vous savez, quand on vit dans un pays où sur tous les frontons, on lit liberté, égalité, fraternité, et qu'on voit que les choses se passent comme vous le décrivez, ça fait froid dans le dos, ça fait peur, ça fait trembler. Donc, c'est comme s'il y avait une volonté politique qui voudrait que les choses se passent comme ça et qu'on aurait confié même à l'enseignement la mission et que l'enseignement s'est réduit à préparer des individus, à les formater pour qu'ils restent dans une espèce de prison dorée, pour qu'ils fassent certaines tâches, qu'ils s'occupent de certaines missions. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans une société où, il est vrai, on nous fait comprendre que l'enseignement, l'école est obligatoire. Mais ce n'est pas l'école qui est obligatoire. C'est l'enseignement qui est obligatoire.
Et encore, l'enseignement donne des bases. La connaissance s'acquiert par l'expérience. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Je suis un cas d'école. Je suis la preuve par les faits. Si l'école formate et prépare des gens à répondre sur une musique escomptée, c'est vrai, c'est un fait. Parce qu'on n'enseigne pas l'histoire telle qu'elle est. Si on enseignait l'histoire de la France telle que cela a été, je pense que personne en France ne devrait pas être mécontent de voir autant de monde en France. Souvenez-vous, la guerre de 1914. Il y a eu des engagés dans la Légion étrangère. Pourquoi la Légion étrangère? Parce que c'était des personnes d'origine étrangère qui sont venues donner main forte à la France. Il y a eu des gens qui se sont engagés dans le sang, dans les armes, sous les armes, depuis 1914, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout l'Empire français, jusqu'à l'Union française. Ces personnes ont donné leur vie pour la patrie mère, qui est la France. Qui sont ceux qui ont libéré Birakem? Qui sont ceux qui ont libéré Tripoli? Qui sont ceux qui ont libéré l'Italie? Qui sont ceux qui ont libéré la Syrie? Parce que la Syrie était aussi sous contrôle française. C'est bien les Africains venus du Sud. Quand on nous parle des Anamites, c'est des Chinois, de l'Indochine, les Vietnamiens. Mais quand il s'agit du droit de ceux qui sont des étrangers ou ceux qui sont noirs, il y a toujours un goût de pas complet, un goût de pas fini. La conférence de Bandung a condamné la colonisation, mais n'a pas prévu des moyens de coercition. La loi Taubira de 2001 a condamné la colonisation, mais n'a pas de moyens de coercition. Quel est le texte de loi qui n'a pas de moyens de coercition? Vous pouvez m'expliquer? Il n'y en a pas. Je suis désolé. Donc il y a une inéquité totale. Vous confirmez bien qu'il y a une volonté politique. Il y a une volonté politique une communauté, de maintenir une communauté certaines positions dans cette configuration prédéfinie. Je le confirme. C'est mes convictions. Alors, maître, ce livre, quand même, c'est une expérience vécue. Tout à fait. Quand on le lit, on sent que vous parlez de vous. Tout à fait. Parce que vous le déclarez d'ailleurs noir sur blanc. Tout à fait. C'est un peu ce que vous avez vécu, une expérience traumatisante quand même. Qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de cette expérience traumatisante, à mon avis? Voilà pourquoi je n'ai pas voulu donner des leçons de droit, mais j'ai tiré des leçons que j'en ai fait un constat. Parce que si je voulais donner des leçons, je devrais parler sans preuve. Mais si je parle avec des éléments probants, c'est un constat. C'est un manquement au droit. Parce que en 2005, je fais un regroupement familial pour faire venir mes enfants. Et par la même occasion, mes propres frères que j'ai adoptés. À aucun moment, un texte le prévoit qu'on n'a pas le droit d'adopter ses frères et sœurs. Ce jugement a été transcrit dans le jargon juridique, c'est-à-dire que ce jugement a reçu l'exéquature du jugement français. Donc le jugement de mon pays d'origine a été traduit en jugement français. Cela veut dire que le jugement a respecté les règles et les principes du droit. Alors en quoi on va me donner une partie du visa et on me refuse une partie du visa? Ce que je dis au jour d'aujourd'hui, j'en ai les cœurs serrés. Parce que dedans, j'ai perdu une de mes enfants qui est décédée le 15 septembre 2014.
Si on lui avait donné le visa, elle ne devrait pas mourir en Centrafrique, elle devrait venir en France et je devrais la soigner, peu importe la maladie qu'elle pouvait avoir. Mais si je continue à militer pour cette cause, à ce que les institutions françaises qui s'occupent du regroupement familial puissent comprendre que quand ils donnent un avis favorable au regroupement familial, c'est pour ne pas que ce droit puisse être contesté par le pouvoir discrétionnaire donné au consul de refuser le visa. Mais en parcourant quand même ce document, nous avons fait des petites recherches parce que vous êtes d'origine centrafricaine. Tout à fait. Ben, le refus du visa Oui. vous a été signifié, reposé sur le fait que la loi centrafricaine refusait l'adoption pour un enfant qui a moins de 15 ans avec celui qui l'adopte. Je pense que c'est ça la force juridique qui a fait qu'on vous a refusé, malgré que l'avis était favorable au départ. Mais ce point-là a fait qu'on n'a pas pu vous accorder le visa parce que la loi centrafricaine, donc du pays de vos origines, refuse que vous puissiez adopter des enfants qui ont moins de 15 ans par rapport à votre âge à vous. Alors, je peux toutefois vous développer cet argument juridique. Si on prend une décision juridique sur des éléments tangibles, je pense que cette démarche doit commencer de la même manière et se terminer de la même manière. Je vous ai dit tout à l'heure que le jugement donné en République centrafricaine a reçu l'exéquatur en France, c'est-à-dire la transcription du jugement centrafricain en jugement français. Et quelles sont les conditions de l'exéquatur? Les premières conditions, c'est regarder si le jugement en Centrafrique a respecté les principes du droit centrafricain et remplissent aussi les mêmes conditions du droit français pour recevoir l'exéquatur. Vous pensez que les magistrats centrafricains, même si on les qualifie de sous-hommes, qui m'ont donné le jugement favorable au regroupement familial, ont été soudoyés? C'est une atteinte. C'est une possibilité. C'est une atteinte à l'institution centrafricaine. Quand on connaît l'Afrique, maître. Oui, quand on connaît l'Afrique, je serais d'accord avec vous. Mais ça ne serait pas la même chose en France pour que ce jugement puisse recevoir l'exéquatur. Parce que si le consul dit que non, ce jugement n'a pas respecté les conditions du droit centrafricain, c'était à l'État centrafricain de s'en plaindre. Parce que le consul va se plaindre auprès de l'État centrafricain. Et l'État centrafricain devrait se plaindre auprès de l'État français, pays dans lequel je me trouve. Parce que je serais en infraction avec la loi centrafricaine et la loi française. Ça serait une tentative de faux. Ça serait une faux en écriture et en écriture publique, ce qui est réprimé par la loi. Bon, on va marquer une pause et on va revenir tout à l'heure, le temps qu'on nous passe une page de publicité. On revient et puis on va continuer avec Maître Makanamo. Alors, on revient sur ce plateau, on retrouve Maître Makanamo avec son développement. Donc, Maître, à partir de votre expérience, vous avez tiré une conclusion. Donc, la leçon que j'en peux retenir de ce que vous venez de développer, c'est que les lois françaises encouragent, si vous voulez bien, ou favorisent la discrimination et la désocialisation des étrangers en France. Pourquoi une telle conclusion, Maître? Alors, je vais vous parler... Et puis, en partant, excusez-moi de vous couper, vous pourriez aussi nous expliquer ce que ça veut dire, le terme désocialisation. Qu'est-ce qu'il veut exactement dire pour la bonne compréhension de ceux qui vont nous suivre? Alors, je vais vous expliquer, comme le livre est tiré sur mon vécu et le constat que j'ai fait dans l'exercice de ma profession. Je suis à même de vous en parler. Qu'est-ce que c'est que la désocialisation? La désocialisation n'est pas loin de l'ostracisme social. Nous sommes dans une société où nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Nous ne pouvons pas faire comme tout le monde en tant qu'étrangers. Et pourquoi? Parce que liberté, égalité, fraternité, maître. Allez-y comprendre. Personne s'en cache pour dire que non, il faut réduire le droit au regroupement familial. Pourquoi? Il va falloir qu'il m'explique comment
ils veulent réduire le droit au regroupement familial. On va dire à une personne de ne pas faire 4 enfants, 5 enfants. C'est impossible. Il a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Il a le droit de faire venir la personne qu'il veut auprès de lui à partir du moment où la personne est sous sa responsabilité et que la personne est encore mineure. Mais que ce soit les partis de gauche que de droite, ils disent qu'il faut réduire le regroupement familial. Comment ils doivent se prendre pour réduire le droit au regroupement familial? Parce que le droit au regroupement familial est un droit constitutionnel, est un droit aussi supranational parce que c'est reconnu par les droits internationaux privés. Comment ils peuvent expliquer ça? La désocialisation est tout simplement que on m'explique ce que c'est que l'intégration. Qu'est-ce que c'est que l'intégration? Est-ce que moi, je ne suis pas intégré? Justement, le problème d'intégration, c'est tout aussi un problème. C'est ça? C'est tout un package. Voilà, c'est le problème de ce package-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conditions qu'on donne aux étrangers de remplir pour être reconnus comme intégrés? Exactement. Bon, je parle français, j'ai une civilisation française, j'ai des mœurs françaises, j'ai une culture française. Je m'habille d'une manière que tout le monde puisse s'habiller. Est-ce que je suis différent des autres? Non. Est-ce que cela suffit dans l'entendement du français? L'intégration, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, excusez-moi maître de vous interrompre, il y a des gens qui disent s'intégrer, ça veut dire se désintégrer pour intégrer. C'est comme si on mettait du sucre dans de l'eau. Le sucre se désintègre et forme avec l'eau sucrée. Vous savez, je vais vous donner pour ne pas paraphraser, le monument à qui je ne vais pas me mesurer. C'est mon père, c'est mon grand-père. Aimé Césaire parlait des déracinés, en parlant de Bumidum. Ce package d'intégration, en réalité, on veut faire de ces étrangers, mais des déracinés. Ce qui est impossible. Quand tu prends un arbre quelque part et tu plantes quelque part, tu l'arraches avec les racines. Si tu ne l'arraches pas bien, ça va mourir. Donc quand tu désintègres un corps ailleurs pour le greffer ailleurs, si le greffe ne marche pas, ça va mourir. Là, vous soulevez un problème qui est... Donc, l'intégration, oui. La première des intégrations, c'est le travail. Mais le travail, peu importe les qualifications que l'individu peut avoir s'il est d'origine étrangère, il aura du mal à faire valoir son droit. La preuve en est que ceux qui font le regroupement familial, un droit familial qui permet à tout le monde est reconnu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Libre à tout le monde de vivre en famille. Oui, mais est-ce que parce qu'il est libre à cela n'est pas applicable. Voilà pourquoi on va faire la réduction du droit au regroupement familial. Excusez-moi, mais ce n'est pas parce que le droit au regroupement familial est reconnu à tout le monde qu'on va permettre aux gens qui sont polygames, par exemple, alors que la Constitution française interdit la polygamie, que les polygames puissent faire du regroupement familial avec 2, 3, 4 femmes et 20 enfants. Entre nous, ce n'est pas parce que la loi le dit qu'il faut le faire, alors que cela va à l'encontre de la Constitution et de la réalité sociale du pays d'accueil, quand même. Est-ce qu'il ne serait pas aussi nécessaire de tenir compte de la réalité du pays d'accueil? Monsieur Kompapi, permettez-moi de vous dire, qu'est-ce que c'est que la polygamie? La polygamie est le fait d'amener 2 femmes à la mairie et les épouser. Pas en même temps, de les amener distinctement et les épouser chacune de leur côté. Est-ce que vous savez, vous voyez des hommes qui vivent en France et qui ont amené 2 femmes à la mairie en France et les épouser légitimement? Non. Mais j'ai vu des femmes, des hommes qui ont voulu que leurs 2 ou 3 épouses soient reconnues officiellement comme leurs épouses, alors que la Constitution française ne le permet pas. Alors, je vais faire l'avocat du diable. Que les femmes m'en excusent, mais ça serait un peu facile d'accuser l'autre, que le diable, c'est l'autre. Mitterrand n'a pas eu des enfants extra-conjugales? Il n'a pas ramené sa 2e femme ou sa maîtresse à être reconnue officiellement. Mais qui a ramené une 2e femme à être reconnue officiellement? Parce que si tu as une femme qui est reconnue officiellement, sur qui tu as fait le regroupement familial, tu ne peux pas faire une 2e. C'est impossible. Cela existe dans le fichier. Cela existe dans le fichier.
on ne va pas dire que oui, mais monsieur, vous avez... Non, systématiquement, quand on rentre votre nom dans le fichier pour le regroupement familial, on va s'en apercevoir que non, monsieur a fait déjà venir une femme. Et il n'en est pas encore divorcé. Mais est-ce que vous oubliez, par exemple, maître, que la France est quand même un pays souverain qui peut décider de ses propres lois pour essayer de lutter contre, de maîtriser, par exemple, le flux migratoire, de lutter contre l'immigration clandestine et de décider des conditions qu'elle peut offrir. Parce que la France, ne l'oublions pas, connaît aussi des problèmes. Nous savons, par exemple, que beaucoup de gens qui viennent ici en France viennent en France pour des raisons économiques. La plupart, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart viennent pour des problèmes économiques. Et la France ne peut pas aujourd'hui, comme disait un ancien Premier ministre, ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Est-ce que la France n'a pas ce droit, en tant que pays souverain, de dire, mais voilà, je veux recevoir tel, je ne veux pas recevoir tel. Voilà les conditions que moi je donne pour que tel puisse s'installer sur mon territoire. Et celui qui ne remplit pas ces conditions n'a pas le droit, par exemple. Parce que là, il se pose le problème entre les textes, les accords bilatéraux et les textes législatifs français. Je suis d'accord avec vous et je vais m'expliquer. Monsieur Kompapi, alors, vous avez bien précisé qu'il faut contrôler l'immigration clandestine. Est-ce que quand l'institution parle de la réduction du droit au regroupement familial, est-ce qu'elle parle vraiment de l'immigration clandestine? Je ne pense pas. Parce que c'est une des ruses utilisées aussi pour faciliter l'immigration clandestine, alors, le regroupement familial. Et ruse ce qui n'est pas reconnu ou est puni par la loi, ce qui n'est pas légal. Est-ce que quelqu'un peut faire un regroupement familial de manière illégale? Non. Voilà. Donc, je me permets de vous répondre. À partir de là, poser des questions. À partir de là, le regroupement familial ne peut pas être comptabilisé dans l'immigration clandestine. C'est l'amalgame qu'on fait entre les immigrés qui décident de quitter leur pays pour des raisons économiques et les demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile quitte son pays pour une persécution personnelle, un trouble général, une guerre, un génocide. C'est ce qui peut mettre une personne en déroute pour chercher refuge ailleurs. D'où l'idée de signer les accords de Genève. La Convention de Genève a été signée en 1953. Comme j'aime tant écouter la musique congolaise, bien sûr que je suis centrafricain d'origine, mais la langue lingala parlée par le peuple du Bas-Congo et du Congo, la République du Congo, parce que quand je parle du Bas-Congo, je parle de RDC, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Là où se trouve la Centrafrique, c'est ce qu'on appelait le Moyen Congo. Et comme a chanté Kabasele et Balé et Zassenzela, le fleuve, ce n'est qu'un chemin. Et le philosophe moraliste Jules Chungu, en la personne de Papa Wemba, que je salue au passage, a chanté une chanson, Intégration avec Modogo, où il a cité la Convention de Genève. Cela a été signé pour tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, quand un Africain reçoit le statut de réfugié en Afrique, arrivé en France, on lui demande de refaire la demande d'asile. Ce qui m'a mis à faux au jour d'aujourd'hui dans un dossier que je n'aimerais pas citer avec l'ordre des avocats de Paris. Mais cela encore est un autre sujet. Pourquoi cette convention de Genève a été signée pour tout le monde et on va faire signer encore une autre convention rattachée à l'EUA et à l'Union africaine aujourd'hui pour les Africains? Les Africains ne sont pas dans le monde. C'est là ce qu'on peut appeler la désocialisation. Mais c'est trop fort. Voilà pourquoi, encore en France, au lendemain de la signature des conventions de Genève, la France va créer ce qu'on appelle l'OFPRA. Or,
partout dans le monde, la Convention de Genève est appliquée par le Haut Commissariat chargé des Nations Unies. Et pourquoi en France, le Haut Commissariat chargé des Nations Unies n'a-t-elle pas droit de citer? On l'associe à l'OFPRA, mais l'OFPRA est sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Donc, sous la responsabilité de l'exécutif. Pour quelle raison? Et pourtant, c'est une ONG. Le Haut Commissariat chargé des réfugiés. Ça dépend des Nations Unies, qui est une organisation non gouvernementale. Voilà ce que c'est que la désocialisation. Voilà ce que c'est que l'inéquité des relations nord-sud. Est-ce que c'est de ma faute de faire ce constat? Ou je précède les faits pour faire ce constat? Sans les faits, je ne peux pas faire un constat. Mais si on rentre sur ce chantier-là, maître, j'ai bien peur de vous poser cette question. J'espère que la réponse me satisfera. À la page 57, vous dites, vous reprenez une citation de M. Bassidiki Koulibaly, qui est écrit dans son livre, oui, qui est burkinabé, qui a écrit dans son livre Le crime d'être noir. Il dit, je cite, en France, oui, le noir est libre s'il n'oublie pas qu'il est noir et à la condition qu'il garde toujours à l'esprit qu'en tant que noir, quoi qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, tout peut lui arriver en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Australie, en Asie, bref, partout et à tout moment. C'est une déclaration qui fait quand même froid dans le dos. Est-ce que vous partagez pleinement cette vision de M. Koulibaly? Alors, même si Koulibaly, entre guillemets, fait peur parce que dernièrement, avec les événements de janvier, le nom Koulibaly fait peur. Je pense que ce qu'a fait Dupont, on ne va pas accuser Dupont-Martin et Bernard Martin, même s'ils sont les deux de même nationalité. Oui. Alors, je vais parler de Bassidiki Koulibaly, qui est un philosophe que je n'ai jamais rencontré, mais que j'ai lu et que je partage cet avis à ma manière. Être noir, c'est tout accepter finalement. Je partage porter le fardeau du monde. Je partage être le rebut de la société. Non, maître. Je partage cet avis à ma manière. Comme disait Césaire, fier d'être nègre, le nègre vous emmerde. Pourquoi il a dit ça? Quelles sont les incompétences de Césaire pour ne pas avoir l'agrégation en grammaire, pour ne pas avoir l'agrégation en philosophie, en lettres, pour pouvoir enseigner? Tout simplement parce qu'il était noir. Albert Memmi disait, lorsque j'ai quitté la Tunisie pour arriver en France, j'ai voulu faire une agrégation en philosophie à la Sorbonne. Et cela m'a été dit que cela n'est pas un droit, mais c'est un vœu colonial. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour revenir à ce que vous m'avez posé comme question concernant la citation de Bassidiki Koulibaly. Alors, le noir a le droit de faire attention où qu'il se trouve, peu importe sa nationalité. Je vais vous donner un exemple simple. Quel était le crime de Frantz Fanon vis-à-vis de l'exécutif ou de l'institution ou de la République française? Si je parle de la République, j'englobe tout, les étrangers et les nationaux. Quel était le crime de Frantz Fanon? Il fuit la France, il se réfugie en Algérie, persécuté, il fuit l'Algérie, il se réfugie en Tunisie, il fuit la Tunisie pour mourir en 1963 aux États-Unis. Vous avez fait les États-Unis. Vous connaissez l'histoire africaine. Vous connaissez l'histoire de l'esclavage. Vous connaissez l'histoire de Fanon. Vous connaissez le combat de Fanon. Est-ce que Fanon était un paria de la société? Voilà l'exemple que je peux donner sur cette citation de Bassidiki Koulibaly. Je pense que cela va vous suffire et peut suffire à ceux qui vont lire le livre ou à ceux qui vont me poser la question, parce que beaucoup de gens vont savoir que c'est Maître Makanamo, j'ai son numéro, je peux l'appeler pour lui poser la question sur cette question-là. Maître,
Ça fait froid dans les yeux, c'est hallucinant. Doit-on conclure que la liberté en France est virtuelle pour les Noirs, effective pour les Français de souche, donc le leucoderme, les Blancs? C'est un constat. Il suffit de voir ou de se poser la question. Pour quelle raison cette question ou cette stigmatisation a été faite pour demander à Ramayad qu'elle est d'origine sénégalaise? Et je pense que la question, ce qui m'a beaucoup touché en la personne de Ramayad, que je ne défends pas, mais je défends l'équité. Elle était secrétaire d'État chargée des droits de l'homme sous la responsabilité de son ministre de tutelle, en la personne de Bernard Kouchner. Kouchner a cité « Le secrétariat d'État aux droits de l'homme gêne la diplomatie française ». Est-ce qu'on pouvait dire ça d'un ministre français de souche? Le secrétariat d'État aux droits de l'homme a été supprimé à partir de cette expression. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Alors, que doivent faire les étrangers qui résident en France ou qui ont choisi la France comme patrie pour faire prévaloir leurs droits, sachant que chaque droit induit un devoir? Mais qui peut bénéficier du droit sans remplir les conditions d'en jouir? Personne. Personne ne peut bénéficier d'un droit s'il ne remplit pas les conditions d'en jouir. Prenons par exemple le cas du regroupement familial. Ceux qui bénéficient d'un avis favorable au regroupement familial ont rempli les conditions de logement, les conditions de salaire, les conditions de superficie de logement et les conditions de titre de séjour. Et en plus, ils ont un document d'état civil authentique et authentifié par le consulat de France, qui est le représentant de l'institution française à l'étranger, dans le pays d'origine. Et par la suite, on dit à ces personnes-là que non, votre droit n'était qu'un droit fictif. On ne vous donne pas le visa pour permettre à vos enfants de vous rejoindre. Et que doivent-ils faire? Que doivent-ils faire? Oui, justement, c'est la question. Voilà, vous avez parlé du droit virtuel. Oui. Voilà pourquoi j'ai mis sur le titre de séjour infradroit à la place du nom et à la place du prénom, j'ai mis étranger. À la place de la date de naissance, j'ai mis la date de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Et à la place de la nationalité, j'ai mis ambivalente. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le droit des étrangers est un petit droit, où ils n'ont pas le droit de jouir de la plénitude de leurs droits. Vous comprenez ce que ça veut dire? La plénitude du droit. Avoir son droit dans son ensemble. Prenons par exemple le cas du renouvellement d'un titre de séjour d'une personne mariée à un ressortissant français ou française. Ce citoyen d'origine étrangère n'a pas la plénitude de ses droits. Il est mis sous tutelle sans dire le nom. Et cela n'est même pas écrit dans le code du droit des étrangers. Qu'il faut qu'il se présente à la préfecture avec sa femme ou son mari. Donc avec l'épouse ou l'époux de nationalité française, qui est le quotient de son titre de séjour. Est-ce que celui-là a la plénitude de ses droits? Et pour quelle raison cela n'est-il pas écrit dans le texte de loi? Oui, maître, ça on vaut bien. Pour les gens qui ont la tête que vous avez, les choses peuvent se comprendre. Moi, je voudrais que vous parliez à ces gens qui nous regardent là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et pour terminer, en même temps, je profite de poser la dernière question. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Alors, le livre... Et comment les gens qui voudront bien vous rencontrer pour vous poser des questions ou continuer le débat avec vous en dehors de cette émission, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Donc, alors, vous avez deux questions et on termine par là. Ils peuvent toutefois me contacter sur mon portable, le 06 68 51 26 11. Reprenez doucement. Ils peuvent toutefois me contacter sur mon portable professionnel au 06 68 51 26 11. Ou... Maître John Kaninda reprendra, il mettra le numéro, j'espère bien, maître, pour que ceux qui vont nous suivre puissent le recopier tranquillement.
Allez-y. Où ils peuvent toutefois chercher à retrouver l'adresse de mon cabinet en tapant le ZKT11 cabinet conseil qui est domicilié au 155 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris, ou en tapant tout simplement mon nom, Maître Makanamo, consultant juridique, sur Google, il trouvera là où ils peuvent me rencontrer et m'expliquer leur situation. Mais la seule chose que je peux dire à la population d'origine étrangère en France, parce qu'il y a des immigrés et il y a des réfugiés. Mais je n'aime pas utiliser le mot diaspora parce que moi, je ne suis pas un diasporan. Je n'ai pas fui mon pays par la force des choses. J'ai choisi d'immigrer en France parce que, dans ma tête, la France est un pays des droits de l'homme. Là où on a signé la charte des droits de l'homme au Palais Chaillot, en décembre 1945. Donc, si j'ai choisi de venir en France, c'est parce que je sais qu'il y a une gage juridique qui existe en France. Il y a une base juridique qui existe en France. Il y a la fraternité et il y a l'égalité devant la loi. La fraternité, c'est se rendre service entre semblables. Quand je fais quelque chose pour mes semblables, je sais que je fais des choses pour des hommes comme moi. Je dois leur donner des moyens d'en jouir. Mais je pense que le droit des étrangers, tel que je l'ai vécu en France, ça restera un goût amer. Ce que je peux dire aux étrangers, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'expérience est une chose qu'il faut vivre pour le comprendre et comprendre son sujet. On acquiert la connaissance par l'expérience. Le reste n'est que des informations. Parce qu'il y a une citation philosophique qui disait « Qui détient l'information, détient le monde ». Et Montesquieu disait « Qui domine le droit, domine le monde ». Ce que je peux dire à mes concitoyens, c'est juste continuer le combat. Nous continuons le combat qui a commencé depuis la Révolution française, qui a donné naissance à la République, qui nous a permis d'être là au jour d'aujourd'hui. Parce que sans la République, si on parlait d'État-nation, il ne devrait pas y avoir des étrangers dans un pays. Quand on parle d'État-nation, c'est ça. Mais quand on parle de la République, on parle d'une divergence. Voilà ce que je peux dire. Nous avons mis un terme à cette émission. Nous espérons que vous avez aimé. Bon, s'il y a eu quelques imperfections, veuillez bien nous excuser. Nous reviendrons prochainement avec notre invité et nous espérons que Maître Makanamo vous a apporté suffisamment d'informations. Ces coordonnées vous seront mises à l'écran, mais mises à l'écran plutôt par Maître John. Et vous pourrez le contacter pour ceux qui ont des problèmes par rapport à cet établissement en République française. Merci à tous et j'espère bien que l'absence de Adi Londolé, celui qu'on appelle plus beau que Dieu, j'espère qu'il est plus beau que Dieu, ne vous a pas beaucoup manqué pour aujourd'hui. Merci à Abbé Bali Pordo, qui est notre assistant, qui nous a aidés. Merci à Maître John Triple H. Merci à tout le monde et puis on vous dit bye bye, à la prochaine.